Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Est-ce que les coups d'État aident vraiment l'Afrique? Alors, comme nous le savons, la plupart d'entre nous, il y a actuellement un coup d'État au Niger où le commandant de la garde présidentielle a pris le président en otage et a décidé de faire un coup d'État. Alors, pour analyser si vraiment les coups d'État nous aident en Afrique, je vais essayer de parler d'une dizaine de coups d'État qui ont eu lieu dans le passé. Et avec ça, on va se dire, est-ce que vraiment nous avons besoin de ces coups d'État en Afrique? Alors, commençons par la République démocratique du Congo. Le général Mobutu Sese Seko fait un coup d'État à Patrice Lumumba en 1965. Mobutu va donc régner de 1965 en 1997. Pendant qu'il était président, il a changé le nom du Congo à Zaïre. Lui donc, il va subir aussi un coup d'État par le rebelle Laurent Désiré Kabila qui fait un coup d'État à Mobutu en 1997. Alors Mobutu va aller en exil, et il va aller là où il va aller mourir, au Maroc. Laurent Désiré Kabila va être président du Zaïre qu'il a renommé République démocratique du Congo de 1997 à 2001 où lui aussi va être assassiné par une sorte de coup d'État. Il va être tué par son propre garde du corps en 2001. Alors, allons maintenant en République centrafricaine. Le colonel Jean Bédel Bokassa fait un coup d'État à son propre frère, David Dacko, en 1965. Il va se proclamer président à vie, mais va subir un coup d'État en 1979 où il va aller aussi en exil. Allons-y maintenant en Libye. Le colonel Muammar Kadhafi va faire un coup d'État au roi Idriss en 1969. Et lui aussi va subir un coup d'État qui est orchestré par les Occidentaux en 2011. On va maintenant au Rwanda où on va parler du général Juvenal Habyarimana. Il va faire un coup d'État en 1973 à Grégoire Kayibanda. Et il va lui-même aussi subir un coup d'État en 1994 où il va mourir. Allons-y maintenant au Libéria où nous allons parler du sergent Samuel Doe. Il fait un coup d'État en 1980, mais il va subir aussi un coup d'État en 1990 où il va être tué. En Ouganda, on va parler du commandant Idi Amin qui va faire un coup d'État en 1971 parce que le gouvernement avait commencé à l'investiguer pour des corruptions dans l'armée et à cause de ça, il décide de faire un coup d'État en 1971. Mais lui aussi va subir un coup d'État en 1979 et va aller en exil, là où il va aller mourir. Alors, quand nous allons au Nigeria, on parle du général Muhammadu Buhari. Il va faire un coup d'État au Nigeria en 1983. Il va subir aussi un coup d'État en 1985. Mais il reviendra et va être élu démocratiquement de 2015 à 2023. Alors, il a subi son coup d'État par le général Ibrahim Babangida. Il fait le coup d'État à Buhari en 1985 et va être forcé de donner le pouvoir à un gouvernement transitionnaire civil en 1993. Alors, ce gouvernement civil va durer seulement 52 jours et le général Sani Abacha du Nigeria va faire le coup d'État à ce gouvernement de transition en 1993 jusqu'en 1998. C'était le dernier coup d'État qu'il y a eu au Nigeria. Alors, le général Sani Abacha va donc mourir au pouvoir. Quand nous allons donc au Burkina Faso, nous parlons du capitaine Thomas Sankara. Lui, son cas est un peu différent parce que ce n'est pas lui qui fait directement un coup d'État. Alors lui, il avait été nommé Premier ministre. À l'époque, on appelait le Burkina Faso la Haute-Volta. Il était Premier ministre par un président qui avait fait le coup d'État. Ce président s'appelait Jean-Baptiste Ouédraogo. Il fait le coup d'État en 1982 jusqu'en 1983, là où lui-même subit un coup d'État par l'équipe de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré va organiser un coup d'État et va faire sortir le capitaine Thomas Sankara de prison en 1983 et ils vont lui donner le pouvoir pour qu'il devienne président et il sera président seulement de 1983 en 1987, là où il sera tué. Alors, on dit effectivement que c'est ce même Blaise Compaoré qui va faire un autre coup d'État à Thomas Sankara. Et lui qui va prendre le pouvoir
jusqu'à ce que lui-même vienne aussi subir un coup d'État par le peuple. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces différents coups d'État? Tous ces leaders ont quelque chose en commun. Soit ils vont être chassés ou alors tués par coup d'État. C'est quelque chose de très important à comprendre. Et donc, la question revient, est-ce que vraiment les coups d'État nous aident en Afrique? Je vais nous donner au moins 7 raisons pourquoi nous ne devons pas supporter les coups d'État. Première raison, prendre le pouvoir par un conflit militaire engendre des conflits. Par exemple, comme nous avons vu dans tous ces leaders que je venais de nommer tout à l'heure, tous ont subi des coups d'État. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont commencé par des coups d'État. Quand vous ouvrez la porte des conflits, sachez que ça va aller de conflit en conflit, en conflit et en conflit. Par exemple, la Première Guerre mondiale engendre la Deuxième Guerre mondiale, qui engendre la guerre froide, qui engendre tous ces conflits que vous avez vus jusqu'au conflit de l'Ukraine avec la Russie. Et après ça, nous verrons d'autres conflits si nous ne faisons pas l'effort d'arrêter les choses par la paix. La deuxième raison pourquoi nous ne devons pas supporter les coups d'État, c'est parce que ce sont des actions qui ont commencé par des Occidentaux pour déstabiliser les pays. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de coups d'État en Europe ou en Amérique? Eux, ils ont mis les coups d'État parce que c'est eux qui ont commencé les coups d'État. Avec la CIA, les services secrets des Britanniques et des Français et tout. Pourquoi? Pour venir déstabiliser les pays et prendre les ressources naturelles de ces pays-là. Voilà comment eux, ils ont commencé les coups d'État. Par exemple, c'est eux qui ont supporté le coup d'État du général Mobutu à Patrice Lumumba. On peut nommer plein de coups d'État que les Occidentaux ont commencé. Alors, quand nous décidons de prendre les armes pour continuer les coups d'État, nous sommes simplement en train de continuer ce que nos colons avaient déjà commencé et nous ont donné en héritage. Voilà pourquoi nous devons éviter à tout prix les coups d'État. Nous ne sommes pas une nation de conflit. Les Africains doivent être une nation de paix. Et même si nous décidons que nous voulons nous lever, nous ne devons pas combattre le mal par le mal. Donc, nous devons à tout prix éviter les coups d'État. La troisième raison pourquoi les coups d'État ne doivent jamais être supportés, parce que tous ceux-là qui prennent les armes pour faire un coup d'État, ils ne donneront jamais le pouvoir aux civils. Regardez, j'ai pris l'exemple de tous ces coups d'État que je venais de vous citer tout à l'heure. Aucun d'entre eux n'a pu donner le pouvoir aux civils. Ils sont tous devenus des dictateurs qu'on devait aussi enlever par coup d'État. Ces militaires qui décident de prendre le pouvoir par les armes, ils commencent toujours par dire qu'ils sont en train de mettre de l'ordre et qu'ils vont donner le pouvoir aux civils. À la fin, on se rend compte qu'ils ne le font jamais. Quatrième raison pourquoi il ne faut jamais admettre un coup d'État, c'est parce que tous les pays africains, là où il y a eu coup d'État, ne se sont jamais stabilisés après que les leaders qui ont fait ces coups d'État soient partis. Regardez par exemple la République démocratique du Congo. Pendant que Mobutu était au pouvoir, le pays avait l'air d'être stable. Dès qu'il part par coup d'État, qu'est-ce qui se passe? Le pays est entré dans une crise qui a duré des années. Jusqu'à présent, il y a encore des conflits en République démocratique du Congo. Regardez par exemple la Libye. Tout le temps où Muammar Kadhafi était au pouvoir, le pays avait l'air stable. Kadhafi, qui était un très bon leader, une très bonne personne, qui a beaucoup aidé les Libyens, dès qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? La Libye, jusqu'aujourd'hui, est dans les conflits. Elle n'a même pas un gouvernement. La Libye a au moins 4 différents gouvernements. Nous devons comprendre que ces gens-là, quand ils font le coup d'État, tout est basé sur eux. Il n'y a plus de loi. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont tué les lois. Et donc, comme tout est basé sur eux, dès qu'ils quittent, les gens ne savent pas quoi faire au pays. Le pays tombe dans des crises. Voilà pourquoi on doit faire tout pour éviter les coups d'État. Cinquième raison pourquoi c'est très important de ne jamais faire un coup d'État, parce que quand quelqu'un prend les armes et décide de prendre le pouvoir, il se met au-dessus de la loi. Et donc, il détruit les lois qui devaient le protéger lui-même. Voilà pourquoi ces pays-là, après, ne sont pas stables, parce qu'il n'y a plus de loi. Les lois sont la fondation qui tient un pays. Mais quand vous décidez, avec les armes, avec la violence, de prendre le pouvoir, vous vous mettez au-dessus de ces lois.
Même si vous n'aimez pas la loi, il ne faut jamais détruire la loi par les armes. Et quand les lois n'ont plus d'importance, ça devient la jungle. Et donc, nous devons toujours comprendre que malgré les circonstances, malgré les souffrances que nous vivons, nous ne devons jamais, jamais se mettre au-dessus des lois qui ont été mises. Les lois sont faites pour les êtres humains. Voilà pourquoi les êtres humains peuvent décider de changer les lois. Mais ces lois qui sont faites pour les êtres humains sont pour le bien des êtres humains. Et donc ces lois sont là pour nous protéger. Et aussi protéger ces leaders-là. Alors quand ces généraux et colonels prennent le pouvoir par les armes, ils n'ont plus rien qui les protège. Eux-mêmes ne dorment pas dans la nuit parce qu'ils ont détruit les lois qui devaient les protéger. Et voilà pourquoi après eux-mêmes subissent aussi des coups d'État. La sixième raison, c'est si l'on croit que nous devons faire des coups d'État maintenant parce que la Russie est en train de combattre en Ukraine et la Russie est en train de vouloir investir en Afrique, alors ces coups d'État que nous sommes en train de faire vont apporter le support de la Russie. Alors je vous dis maintenant qu'on est en train de se tromper. La Russie ne va jamais supporter des coups d'État. Alors nous avons vu le capitaine Ibrahim du Burkina Faso qui est parti en Russie et qui a fait un discours très apprécié et qui a aussi parlé avec Poutine de la situation qui se passait au Niger. J'espère qu'il ne croit pas dans sa tête que Poutine va supporter le coup d'État. Poutine déteste les coups d'État. Poutine même venait de subir une tentative de coup d'État. Et nous avons vu comment il a géré ça. Il a appelé Prigojine un traître. Même si vous avez des bonnes raisons, comment? Est-ce que vous croyez que Prigojine n'avait pas de bonnes raisons? Bien sûr qu'il avait de bonnes raisons. Bien sûr qu'il a combattu pour la Russie. On ne lui donnait pas des armes. Il s'est plaint. Et dès qu'il a vu qu'on voulait démanteler son équipe, il a voulu marcher à Moscou. Et on lui a dit que malgré les bonnes raisons que tu peux avoir, le coup d'État n'est pas la réponse. Poutine respecte les lois. C'est quelqu'un de très noble. Regardez bien comment il agit dans le monde. Même son conflit en Ukraine se fait par la loi. L'annexation de la Crimée s'est faite par une élection démocratique. Malgré ce que les Occidentaux veulent dire, il y a eu élection. Ça n'a pas été fait par coup d'État. L'envahissement de l'Ukraine n'a pas été fait par un coup d'État parce que les dirigeants du Donbass eux-mêmes ont signé des accords avec Poutine pour qu'il puisse être annexé par la Russie. Poutine n'a jamais supporté de coup d'État. Il ne va jamais supporter de coup d'État. Mais il va en bénéficier, bien sûr. C'est normal, parce qu'il combat pour les intérêts de son pays. Quand les Occidentaux ont voulu faire les coups d'État en Syrie, c'est Poutine qui allait protéger le dirigeant de la Syrie. Quand le monde entier disait que Bachar al-Assad était en train de tuer sa propre population, Poutine a dit « ce n'est pas une raison pour faire un coup d'État en Syrie ». Ils se sont levés à l'invitation de Bachar al-Assad. Il n'est pas parti de lui-même. À l'invitation de Bachar al-Assad, il est parti protéger. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Assad est toujours président en Syrie. Parce que Poutine n'aime pas les coups d'État. On ne l'impressionne pas quand on se dit qu'on fait des coups d'État. Mais Poutine ne va pas nous dire ça. Parce que le système que les Russes et les Chinois adoptent, c'est de ne pas critiquer les gouvernements des autres. Voilà pourquoi il ne va rien dire. Mais il ne va pas aussi supporter le coup d'État au Niger ou dans n'importe quel autre pays. La Russie va s'asseoir et va regarder. Et quand vous allez faire appel à la Russie, et que vous serez déjà stable, parce que ne croyez pas que si l'OTAN décide de venir au Niger pour combattre, ne croyez pas que la Russie va venir combattre l'OTAN pour vous. Non, ça ne va pas se passer. Ok? Je crois que nous devons arrêter de rêver. Poutine n'enverra pas des troupes au Niger. La seule fois où Poutine va envoyer des troupes au Niger, ce sera pour combattre contre le terrorisme. C'est ça qui se passe au Burkina Faso, c'est ça qui se passe au Mali, et c'est ça qui se passe en République centrafricaine. Ce n'est pas pour combattre les Français, l'OTAN ou bien qui que ce soit. Si nous voulons copier des choses, copions des bonnes choses chez les Occidentaux. On n'a jamais entendu parler d'un coup d'État aux États-Unis, on n'a jamais entendu parler des coups d'État en Europe, on n'a jamais entendu parler des coups d'État en Russie, ni en Chine. Qu'est-ce que nous voulons copier? Nous voulons copier quoi? La septième raison pourquoi nous ne devons jamais faire des coups d'État,
Parce que le monde est connecté. Et donc, tout pays a besoin d'investissement. Quand vous êtes un pays de coup d'État, qui va de coup d'État en coup d'État, comme ces dizaines de pays dont j'ai parlé, vous n'êtes pas stable pour des investissements. Parce que ceux qui viendront investir dans vos pays doivent s'assurer que leurs investissements sont protégés. Mais si les pays continuent de coup d'État en coup d'État, personne ne viendra investir là-bas. Et la pauvreté va continuer. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, en Somalie. Nous voyons ça au Soudan. Le Niger va être comme ça s'ils ne font pas attention. Si nous voulons enlever un gouvernement du pouvoir, c'est une procédure qui doit être civile. Comme par exemple la révolution de l'Iran. La révolution de l'Iran s'est faite par un leader spirituel au nom de Imam Khomeini. De l'exil là où il était, en Irak. Et en France, il a combattu et a pu réunir tout le peuple de l'Iran contre un gouvernement qui avait été sponsorisé par les Occidentaux et qui prenait leur temps à piller toutes les richesses de l'Iran, pendant que la population elle-même souffrait. Cet imam de plus de 70 ans, avec seulement des encouragements religieux, a pu soulever une révolution qui aujourd'hui a stabilisé l'Iran. Vous voyez, quand le peuple décide de s'unir par amour pour combattre pour leurs propres droits, il réussit à le faire. Et c'est stable pendant très longtemps. Vous voyez donc la différence entre quand les civils décident de se lever sans l'aide des militaires, par amour, de s'unir. Vous voyez la puissance de l'union. Voilà pourquoi on demande à l'Afrique tous les jours de s'unir. Tant que nous sommes divisés, nous ne pouvons pas. Tous ces généraux à qui les gouvernements civils ont eu confiance, à qui on a remis les armes, on a remis tous les pouvoirs, et ils prennent l'opportunité avec ces propres armes-là pour venir faire des coups d'État, ils ne pourront jamais aider les peuples africains. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si l'OTAN décide de venir au Niger pour combattre, ils ne vont pas combattre. Ils vont d'abord envoyer les civils. Et là, on va encore donner l'opportunité aux Occidentaux de dire « Nous devons partir en Afrique, ouvrir des camps militaires pour protéger les Africains, protéger les gouvernements, protéger nos intérêts. » Regardez par exemple Nelson Mandela. Avant qu'il n'aille en prison, il commençait déjà à considérer prendre les armes. Voilà même pourquoi on l'arrête. Et on le condamne à vie. En prison, il réalise qu'il peut toujours combattre sans les armes. Tout ce dont il avait besoin, c'est l'amour pour son peuple. Quand vous avez l'amour, même si vous êtes enfermé, vous pouvez changer le cours des choses. Nelson Mandela a continué de communiquer en prison avec le peuple. Et malgré qu'il ait fait 27 ans de prison, son travail a payé jusqu'aujourd'hui. Vous voyez donc que quand vous prenez le pouvoir avec l'amour, aucune arme n'est beaucoup plus puissante. Même une bombe nucléaire ne peut pas arrêter les effets de l'amour. Nelson Mandela est sorti et a montré que, même étant en prison, on peut devenir président de la République. Est-ce que vous croyez que l'on peut comparer le travail que Nelson Mandela a laissé au travail que le colonel Kadhafi a fait? Ça ne peut pas être comparé. Parce que la Libye a été stable seulement au temps de Kadhafi. Par contre, l'Afrique du Sud est stable depuis que Nelson Mandela a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est même considérée l'une des meilleures économies d'Afrique. Alors, vous voyez que Nelson Mandela, qui a combattu pour réunir le peuple de l'Afrique du Sud sans armes, a fait un travail meilleur que Kadhafi, qui a pris le pouvoir avec les armes et qui, bien après qu'on l'ait enlevé, on ne voit plus rien en Libye. Il ne faut pas que, pendant que le monde arabe est en train de se réunir, on voit aujourd'hui l'Iran qui se met avec l'Arabie Saoudite. Ces deux-là même qui étaient des pires ennemis. On voit aujourd'hui la Syrie qu'on est en train d'accepter dans la Ligue des Arabes. Et la Syrie, aujourd'hui, qui est en train de se remettre avec la Turquie. Il ne faut pas que la Chine, qui est en train d'accepter les humiliations qu'on est en train de lui faire par les États-Unis en Taïwan, tout simplement parce qu'eux, ils sont un peuple de paix et qui savent très bien que c'est seulement par la paix qu'ils vont prendre Taïwan. Donc il ne faut pas que les efforts de tous ces pays-là, eux qui essayent de montrer à l'Afrique aujourd'hui que c'est seulement sur le chemin de la paix que vous pouvez réussir, il ne faut pas que tous ces efforts-là
nous venons jeter tout ça en brousse à cause de nos émotions. Il n'y a aucune raison de supporter un coup d'État au Niger ou que ce soit dans quel autre pays dans le monde. Le monde d'aujourd'hui est un monde multipolaire et c'est le monde de ceux qui réfléchissent, pas le monde de ceux qui utilisent les émotions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.